Mali, le nord du Burkina Faso et le sud-est du Niger. 3 régions dans 3 pays du Sahel sous attaque. Les groupes djihadistes ont multiplié ces derniers mois leurs assauts, massacrant des dizaines de civils et infligeant de lourdes pertes aux armées maliennes et burkinabées. Cette instabilité est à l'origine d'une situation humanitaire sans précédent dans la région et a donné lieu à des conflits intercommunautaires. Ces zones semblent de plus en plus échapper au contrôle des États malgré la présence de forces de la MINUSMA, du G5 Sahel et de l'opération française Barkhane, suscitant parfois la colère et la suspicion des populations. Qu'est-ce qui explique la floraison de groupes armés dans le Sahel? Comment coordonner les réponses sur le terrain? L'UEMOA, qui annonce à son tour l'envoi de troupes dans ces pays, pourra-t-elle faire mieux? Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Washington Forum. La situation dans le Sahel n'a jamais été aussi critique. Avec chaque semaine, son lot d'attaques. La crise humanitaire atteint des proportions inquiétantes avec plus d'1 million de déplacés au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Pendant ce temps, les armées semblent dépassées. Bagassi Koura nous fait le point. Des attaques terroristes dans le Sahel que rien ne semble pouvoir freiner. Pourtant, sur le terrain, il y a la présence de plusieurs forces militaires. D'abord, chacun de ces pays du Sahel a sa propre armée nationale. Il y a aussi les troupes françaises de l'opération Barkhane, les forces du G5 Sahel, sans oublier les casques bleus de l'ONU chargés du maintien de la paix au Mali. La crise qui a éclaté au nord Mali en 2012 s'est propagée dans le centre et le sud du pays et atteint le Niger et le Burkina Faso voisins. Les attaques des djihadistes se sont multipliées ces derniers mois, visant prioritairement des bases militaires. Mardi, au moins 10 soldats nigériens ont été tués dans l'attaque d'un camp militaire de la région de Difa, au sud-est. Le 19 août, 24 soldats burkinabés ont péri dans l'attaque de leur base à Koutougou. Les attaques le 30 septembre contre les camps militaires de Boulkessi et de Mondoro au Mali ont causé la mort d'au moins 38 soldats maliens et 60 autres sont portés disparus. En septembre, la CEDEAO a affirmé que la région a enregistré ces 4 dernières années plus de 2200 attaques qui ont fait près de 11 500 morts, des milliers de blessés. Selon les Nations Unies, le nombre de déplacés internes dans ces pays est plus d'1 million de personnes. À ce tableau déjà sombre viennent s'ajouter les violences intercommunautaires, notamment dans le centre du Mali et dans le nord du Burkina Faso. Des milliers d'écoles sont fermées au Mali et au Burkina Faso. C'est dans ce chaos que l'UEMOA annonce l'arrivée prochaine des troupes du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, ultime tentative pour circonscrire les groupes djihadistes. Voilà, merci beaucoup Bagassi Koura pour ces explications. Et pour le débat, nous avons 3 invités. De Ouagadougou, Siaka Koulibaly, analyste politique. De nos studios à Paris, Niagale Bagayogo, présidente de l'African Security Sector Network. Et avec moi ici à Washington, Idriss Fall, rédacteur en chef à VO Afrique. Bonsoir à tous. Alors, nous allons démarrer avec Siaka. Siaka, je crois que nous avions quelques problèmes, mais on l'a finalement, n'est-ce pas? Alors, Siaka, le Burkina Faso est parti d'une attaque terroriste contre des hôtels et des restaurants dans la capitale en 2016 à une situation de chaos dans le nord aujourd'hui. Comment en est-on arrivé là? Oui, il faut dire que la situation sécuritaire s'est rapidement dégradée au Burkina Faso à partir de 2016, de janvier 2016. Et aujourd'hui, on pense que près de la moitié du territoire serait pas sûr, y compris pour les forces de défense et de sécurité. On en est arrivé là pour la raison qui est difficile à expliquer en dehors des services, des unités de défense et de sécurité, que certainement le dispositif de défense et de sécurité qui prévalait n'était peut-être pas au point ou n'était pas préparé à une situation de type guérilla
et de type terroriste tel qu'on l'a vécu. Les armées étaient formatées pour des guerres classiques entre des troupes visibles, localisables, alors que là, il s'agit de petites unités très mobiles et qui frappent et qui disparaissent dans un paysage qu'ils semblent maîtriser. D'accord. Ce qui fait que jusque-là, il n'a pas été possible d'éradiquer le phénomène. D'accord. Niagalé, également, là aussi, on part du nord du Mali, puis le centre et maintenant le Burkina qui enregistre le plus d'attaques ces derniers mois. Est-ce que selon vous, on peut établir un lien entre ce qui se passe dans le centre du Mali et le nord du Burkina? Non, il y a très certainement un lien. Niagalé? Oui, bonsoir. Oui, il y a un lien plus qu'évident, c'est-à-dire qu'on a affaire aujourd'hui à une conflictualité de type transnational qui se joue des frontières. Et en effet, comme le disait mon collègue du Burkina Faso, la difficulté qu'on a aujourd'hui est qu'on se retrouve avec des forces de défense et de sécurité, mais plus largement des schémas de pensée stratégique qui n'ont absolument pas adapter les missions et les mandats des forces de défense et de sécurité au type de menaces auxquelles on a affaire, qui sont des menaces à la fois endogènes, exogènes, qui se coagulent et qui font qu'effectivement, elles contournent les capacités des forces de défense et de sécurité. Ah, effectivement. Alors, Idriss Fall, selon la CEDEAO, ces 4 dernières années, il y a eu 2200 attaques, plus de 11 500 morts. Alors, vous avez été parmi les premiers journalistes à se rendre dans le centre du Mali après l'opération Serval en 2013. Ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, cela vous surprend? Vous vous y attendiez? Non, non, vraiment. Non, pas vraiment. Parce que quand les djihadistes ont été chassés du nord du Mali, tout le monde sait qu'en fait, ils sont cachés, dispersés dans la nature. Et qu'aujourd'hui, ils reprennent du poil de la bête. Et il ne faut pas oublier qu'entre le Mali et le Burkina Faso, comme Magali disait tout à l'heure, les élites des armées de ces deux pays, que ce soit pour le Mali, les bérets rouges, le coup d'État, vraiment, on a tué beaucoup de bérets rouges et que même, c'était l'élite de l'armée. Les RSP ont pratiquement disparu. Et que même, c'est elle qui est partie combattre les djihadistes dans le nord. Et que même l'attaque, ce que le gouvernement malien ne dit pas, le camp qui a été attaqué à Boulkessi était un camp de bérets rouges. C'est pareil pour le Burkina Faso. Le Burkina Faso, à un moment donné, sous M. Blaise Compaoré, l'armée, on l'appelait une armée en guenille, qu'il y avait des émeutes de soldats tout le temps parce qu'ils n'étaient pas payés. L'élite de l'armée qui s'appelait la garde présidentielle, qui elle aussi, qui a été... voilà, on l'a démantelé à cause du coup d'État. Donc voici deux pays où les élites des armées, ceux qui étaient les mieux préparés, les mieux équipés, les mieux payés, on les a dissous. Et maintenant, c'est les soldats de tous les jours et on sait que dans le nord du Burkina Faso, ce n'est pas tout le monde qui va se battre. C'est pareil aussi pour le Mali. D'accord. Alors, Siaka, est-ce qu'on connaît vraiment les forces en présence au Burkina? On parle souvent d'Ansarul Islam, d'Ibrahim Malam Diko, qu'on annonce mort et remplacé par son frère d'ailleurs, et également l'État islamique dans le Grand Sahara. Mais est-ce que ces deux groupes seuls sont capables de faire autant de dégâts dans le nord burkinabé? On est bien obligé de croire que oui, dans la mesure où en 2016, Ansarul Islam avait lancé l'offensive terroriste, mais avec une connotation séparatiste, en voulant donc séparer le nord du Burkina Faso, qu'ils appellent dans le langage traditionnel le Djelgoudi, pour y faire une espèce de califat. Mais on a vu par la suite qu'autour de 2017, Ansarul Islam avait rejoint le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, dirigé par Riyad Ali. Donc aujourd'hui, on peut penser que Ansarul Islam s'est fondu dans la grande nébuleuse terroriste qui sévit et dont le siège se trouve au nord du Mali. Mais on sait également, à partir d'informations qui viennent d'experts étrangers, notamment américains,
que l'État islamique également serait présent au Burkina Faso. Et schématiquement, on aura le nord du Burkina Faso occupé par AQMI et ses composantes du G5. Et à l'est du Burkina Faso, l'État islamique serait présent à ce niveau-là. Et les experts continuent en disant que le nord, le Mali et le Burkina Faso seraient les seules zones au monde où ces deux groupes cohabitent et agissent ensemble sans se tirer dessus. Justement, Niagalé, je voudrais aller vers Paris. Niagalé, justement, on constate une certaine mutualisation des forces, disons des forces terroristes. C'est le cas, par exemple, du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Oui, est-ce qu'on a l'impression que ces États sont un peu dépassés par ces mutations et ces regroupements terroristes qui se mettent ensemble, ce qui est assez rare, comme le disait Siaka? Alors, je voudrais simplement réagir à ce qu'a dit notre collègue à Washington à propos du rôle des anciennes élites, donc des bérets rouges au Mali et du groupement de sécurité présidentielle au Burkina Faso. Il est extrêmement important quand même de se souvenir que ces forces étaient surtout vouées à la sécurité, non pas du pays, de ses institutions, ni des populations, mais à la sécurité des dirigeants. Il n'est pas sûr qu'elles aient été non plus si opérationnelles pour combattre. Et l'une des difficultés aujourd'hui est justement de mettre sur pied des forces qui soient à la fois en mesure de répondre aux besoins de sécurité des populations, mais également aux besoins de sécurité des États. Et on s'aperçoit que les États sont dépassés en partie parce que il y a une difficulté à réformer les forces de défense et de sécurité afin qu'elles exercent bien entendu des missions d'un point de vue opérationnel, mais également pour qu'elles respectent un certain nombre de principes, notamment le respect des droits de l'homme, et qu'elles ne s'en prennent pas aux populations. Et on sait qu'on a constaté un certain nombre de dérapages qui ont été reconnus, dénoncés par les États eux-mêmes, qui n'ont pas pu prévenir les exactions commises par les forces de défense et de sécurité, ce qui a créé une grave défiance des populations vis-à-vis de ces forces qui aujourd'hui ont tendance souvent à se tourner soit vers les groupes terroristes, mais également, on n'en a pas encore parlé ce soir, vers les groupes d'autodéfense communautarisés, vers les groupes vigilants. Et ça, c'est une grande difficulté également, parce que là aussi, il y a la contrainte, le monopole de la contrainte légitime échappe aux États de ce point de vue-là aussi. Alors, Idriss, c'est très facile de s'y perdre avec tous ces groupes qui opèrent dans cette grande région qu'est le Sahel. Est-ce que vous pouvez nous brosser un petit tableau qui est qui dans C'est qu'il y avait en fait ce qu'on appelait le Moujao, qui avait pris contrôle de Gao. Et je me rappelle un certain Abou Adnan al-Sahraoui, il avait pignon sur rue à Gao. Il roulait avec la voiture du consul algérien que lui-même avait enlevé. C'est aujourd'hui lui qui est la sorte d'émir du groupe État islamique dans le Grand Sahara et qui décime jusqu'à Menaka et même fait des pénétrations à l'intérieur du Niger. Les morts de Tongo Tongo, les soldats américains, c'est lui qui a revendiqué. Donc ça, c'est un groupe. Amadou Koufa, avec son front de libération du Massina, lui, il est plutôt dans la région de Mopti. Et c'est là-bas où intervient l'amalgame, parce que lui, il est Peul. Et on sait, et même l'armée malienne l'a reconnu, qu'il y a eu des exactions commises par l'armée malienne en direction des populations Peul. Donc, il n'y a jamais eu de suite. Le ministre de la Défense du Mali l'avait reconnu. C'est pareil pour le Malam Ibrahim Diko dont vous parlez au Burkina Faso, qui serait mort remplacé par son frère. Lui aussi, il est Peul. Et que l'amalgame est vite fait, c'est-à-dire que Peul au Burkina aussi, on t'assimile à un soutien avec des djihadistes. Et donc tout ça dans cette nébuleuse qu'on appelle le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, dont on met Iyad Agali et les gens de AQMI, les gens ne devraient pas oublier qu'en 2012, Al-Qaïda au Maghreb islamique avait pignon sur rue à Gao et à Tombouctou. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais vraiment... Ils défendent les mêmes causes. Et que je pense qu'avec la mort de Baghdadi récente,
Et je pense qu'il y aura plutôt convergence parce qu'ils défendent les mêmes idéologies. Cet islam du 7e siècle-là qu'ils veulent appliquer partout. D'accord. Alors, je m'en vais rapidement à Ouagadougou demander à Siaka si tous ces revers que subit l'armée au Burkina, comment est-ce que le gouvernement s'y prend pour maintenir le moral des troupes et aussi de la population? Oui, c'est vrai que le gouvernement ne reste pas sans réagir, hein. Depuis le début de l'offensive terroriste, il y a beaucoup d'actions qui sont menées par le gouvernement. Il y a d'abord la restructuration de l'armée, des forces de sécurité, de nature à les permettre d'être opérationnels face aux attaques terroristes. Il y a aussi des réformes au niveau budgétaire. Le Burkina Faso a adopté la loi de programmation militaire qui sécurise pour 5 ans tout le budget dont l'armée aurait besoin pour agir contre les terroristes. Il y a aussi des réformes au sein des unités et de la création d'unités antiterroristes spéciales qui sont opérationnelles également à l'heure actuelle. Pour le moral, on voit le chef d'état-major général des armées qui fait des tournées, et très récemment il en a effectué, sur les théâtres des opérations pour galvaniser ses troupes. Au niveau populaire, il y a des opérations de cohésion sociale qui sont organisées afin en particulier de mettre fin aux attaques, aux conflits intercommunautaires. D'accord. Merci Siaka. On est un peu bousculé par le temps. Je vous propose de suivre quelques réactions de nos téléspectateurs sur notre page Facebook. On commence par Archiduc Théodore N'Djamena qui écrit « Le Sahel est devenu une véritable forêt du terrorisme après que la France et ses alliés ont tué Muammar Kadhafi. Pour remédier aux problèmes des djihadistes dans cette zone si dangereuse, il faut mettre en place un système de déminage et de collecte d'armes très efficace. » Lambertil à Mbujimaï en RDC dit « Trop c'est trop, le gouvernement, la population, l'opposition doivent se mettre ensemble et combattre tous ces groupes et en finir une bonne fois pour toutes. » Et Arona Baldé à Dakar qui pense que pour vaincre cette terreur, il faut que l'Union africaine s'implique en envoyant des troupes parce que cette crise sécuritaire dépasse le G5 Sahel et l'UEMOA. Et on termine par Kokou Pogla à Lomé qui estime que la décision de l'UEMOA semble bonne. Toutefois, ça ne sert à rien d'envoyer des contingents pour garder des garnisons. Voilà, donc quelques réactions de nos téléspectateurs. Merci de rester fidèles à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Abdurrahman Dia à la présentation. Je rappelle nos invités de Ouagadougou, Siaka Koulibaly, analyste politique, de nos studios de Paris, Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network, et avec moi ici à Washington, Idriss Fall, rédacteur en chef à VOA Afrique. Au Burkina Faso, la situation sécuritaire s'est nettement dégradée ces dernières semaines. Le nord du pays est constamment attaqué par des individus armés. Le week-end dernier, plus d'une quinzaine de civils ont été tués. Les populations sont partagées. Certains mettent en cause l'incapacité du gouvernement à faire face à la menace sécuritaire. D'autres, par contre, sont optimistes. Notre correspondant Lamine Traoré a recueilli des réactions de Ouagadé. Rien. Moi, je pense qu'il n'y a pas un effort pour le gouvernement, quoi. Moi, je pense que l'effort, c'est la sympathiser et se pardonner et laisser tout, on va reprendre avec le pardon. Et moi, je pense qu'on doit demander des aides en dehors de la France. Il
il faut qu'on demande les aides en dehors de la France. Où ça? Pour n'importe quel pays, la Chine, la Russie, les États-Unis. S'ils peuvent nous aider en tout cas à lutter contre les terroristes, ça sera bon. Les États-Unis, la France, tout ça. Le gouvernement burkinabé, avec les moyens qu'ils ont, essaie de juguler la question sécuritaire aujourd'hui au Burkina Faso, qui est un phénomène mondial. Le gouvernement, c'est le peuple burkinabé. Quand on regarde aujourd'hui les efforts et le courage du peuple burkinabé, on peut dire quand même que c'est très louable. C'est très très louable et nous avons foi aujourd'hui qu'avec l'accompagnement de toute la population burkinabé, le gouvernement arrivera au bout de ce fléau. Tous les jours que Dieu fait, on voit qu'il y a toujours des gens qui tombent. C'est ça en fait le problème. Donc certainement que l'État fait des efforts, mais il va falloir que l'État fasse encore plus d'efforts. On est là, on circule, on n'est pas tranquille. Voilà. Donc on ne sait pas où ils peuvent taper, on ne sait pas. Donc on a peur et puis bon, voilà quoi, c'est la psychose. Il y a la communauté internationale qui est à côté. Nous avons des CEDEAO, nous avons des Unions africaines aujourd'hui. Et toujours que Dieu fait, il y a des gens qui meurent, il y a des femmes qui souffrent, il y a des enfants qui souffrent aujourd'hui. Mais même si ce n'est pas à cause de la politique, grâce à l'humanisme aujourd'hui, on peut soutenir Burkina Faso avec le Mali. On ne peut pas nous laisser aujourd'hui, face à nos problèmes aujourd'hui, les femmes, les enfants. Et nous, on n'arrive pas à s'en sortir. On sait que la communauté internationale comme la France, les grands pays qui peuvent vraiment soutenir cette affaire aujourd'hui pour que empêcher les gens de mettre chaque jour. Voilà quelques réactions recueillies à Ouagadougou. Alors, Niagalé, vous avez écrit sur cette présence des forces internationales dans un article intitulé « Le multilatéralisme sécuritaire africain à l'épreuve de la crise sahélienne ». Alors, est-ce que finalement on a besoin de toutes ces forces, surtout s'il n'y a pas de coordination? Alors, bien entendu, hein, la question de vous donner la réponse avant que j'ai répondu en fait à la question. Bien entendu, cette question de la coordination est absolument essentielle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette prolifération, si ce n'est des forces, en tout cas des organisations régionales, multilatérales, n'est absolument pas nouvelle. Alors, on a assisté dans les années 90-2000 à un effort de rationalisation à la fois avec la mise sur pied de capacités dans le cadre de la CEDEAO et d'autre part avec la création de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Mais très vite, la nature a repris ses droits et non seulement la plupart des organisations n'ont pas disparu, je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a au moins une dizaine qui ont un mandat hein, pour avoir des interventions, non pas forcément militaires, mais en tout cas pour être présentes au Sahel. Et on s'est rendu compte que toutes ces organisations ont tendance à se doter de mandats en matière de sécurité. Donc c'est le cas de l'UEMOA qui pourtant avait supprimé au début des années 2000 ce qu'on appelait l'ANAD, hein, qui était un accord de défense, mais depuis 2015. Donc ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un phénomène qui apparaît aujourd'hui. L'UEMOA se dote de capacités en matière de gestion des conflits, mais c'est le cas du Conseil de l'Entente également. Et en effet, l'architecture de paix et de sécurité, l'architecture africaine de paix et de sécurité, aujourd'hui, son défi, c'est de passer d'un schéma vertical qui passe du Conseil de paix et de sécurité jusqu'aux communautés économiques régionales, en réalité à un schéma à géométrie variable qui sera capable de mobiliser les différents cadres lorsqu'ils seront les plus pertinents. Voilà. Idriss, je pense que Niagalé évoquait également un peu l'ECOMOG à l'époque avec la crise sierra-léonaise et libérienne qui était plus ou moins efficace. Aujourd'hui, le Nigeria a été efficace. Le Nigeria, qui était en fait la tête de file, voilà, qu'on ne voit plus aujourd'hui malheureusement. Voilà, L'UEMOA qui va mobiliser des troupes, une bonne ou une mauvaise chose? Moi, je ne sais pas, il faut envoyer autant de soldats qu'on peut. Les Sénégalais sont Mais déjà... il faut de la coordination. Les Sénégalais sont déjà au Mali, hein. Les gens ont tendance à l'oublier. Il y a même quelques-uns qui sont morts et que tu envoies aussi des Ivoiriens. Bon, c'est bien. Mais moi, il y a une chose que j'ai apprise avec, en suivant les casques bleus de l'ONU. Les casques bleus ne sont pas au Mali pour combattre le terrorisme. Les casques bleus sont venus au Mali pour faire le maintien de la paix entre d'anciens rebelles Touarego, je ne sais pas quoi, du Nord, et l'État malien.
Et jusqu'au moment où je parle, les accords d'Alger n'ont jamais été appliqués. Donc tu as une force qui est là-bas, et que tout le monde pense, le jeune malien pense que le soldat qui vient du Bangladesh, est-ce que tu penses qu'il vient au Mali pour se faire tuer? Non, il vient au Mali parce qu'on lui paye un salaire assez confortable et que pour faire le maintien de la paix et rentrer chez lui pour construire sa maison. Donc qu'on mutualise les armées et que les Sénégalais vont venir aussi, je ne suis pas sûr que ça va marcher. D'accord. Et Siaka, vous, entre élargir le G5 et faire venir d'autres forces comme celle de l'UEMOA, quelle est votre préférence? Je veux partir de l'expérience du G5 Sahel pour dire qu'en plus des forces déjà présentes au Mali depuis déjà une décennie, et que la CEDEAO elle-même dispose également d'une force en attente, et que malgré l'existence de toutes ces initiatives, le terrorisme a encore l'espace pour agir. Donc on peut penser que ces initiatives ne sont pas tout à fait efficaces. Donc il ne s'agit pas de continuer à multiplier les initiatives, les forces, les cadres, sans toucher du doigt le niveau réel où il faut agir pour pouvoir mettre fin à cette spirale de violence dans le désert. Je veux dire ici qu'il faudrait que les États qui sont concernés par le problème soient en première ligne de l'action de réponse au terrorisme, et que la modernisation de leur système de défense est la principale et la tâche la plus urgente à réaliser aujourd'hui. Autrement dit, les cadres régionaux et sous-régionaux qui sont mis en place peuvent servir à la distribution de l'information, de sorte que les services puissent se communiquer sur les déplacements des forces terroristes, sur leurs activités, sur leurs camps, etc., etc. Mais que ce soit les armées nationales qui soient dotées de moyens suffisants pour pouvoir faire face à cette nébuleuse-là. Je pense que l'Union européenne est allée dans ce sens en disant qu'ils vont maintenant procéder à l'appui budgétaire, de sorte que les pays puissent améliorer leur propre système de défense. D'accord. Alors, Niagalé, assez rapidement, il y a un problème de confiance entre les populations et ces forces internationales. On a vu récemment des manifestations contre la MINUSMA dans le centre du Mali et même contre l'installation du QG du G5 à Bamako. Comment rétablir cette confiance? Certains exigent même le départ de ces troupes, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, je pense que le point qui a été souligné tout à l'heure, qui est celui de préciser le mandat exact de ces forces, est extrêmement important. Le mandat de la MINUSMA, effectivement, ce n'est pas de combattre le terrorisme, c'est de faire respecter les accords d'Alger et également de protéger les populations. Donc ça, un effort de communication est extrêmement important. Par ailleurs, il est extrêmement important de faire en sorte que ces forces soient mieux insérées dans le milieu. Elles apparaissent dans les milieux d'intervention, elles apparaissent trop souvent comme étant bunkérisées. Donc ça, c'est une vraie question. C'est la perception qu'ont les populations. Je ne dis pas que le problème est facile à résoudre, mais ça fait très certainement partie des solutions à trouver, y compris en utilisant les langues locales. Merci beaucoup. Malheureusement, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui avez suivi. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre page Facebook, également sur notre site internet, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe. À très bientôt. Au revoir.